Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Génération Sidechick. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous offrir une émission toute spéciale qui a été faite en collaboration avec Équilibre. Équilibre, c'est une entreprise à but non lucratif qui a vraiment pour objectif d'émanciper en fait toute la beauté dans la diversité corporelle. C'est des leaders en matière de l'image corporelle. Et peut-être que vous avez déjà vu précédemment, par exemple, la journée sans maquillage. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est eux, les chefs d'orchestre derrière ça. Leur objectif, c'est vraiment de favoriser le développement d'environnements sains et inclusifs pour la diversité corporelle, s'assurer qu'on puisse s'éduquer et surtout être bienveillants les uns envers les autres. Ils créent des environnements autant que du contenu, comme celui d'aujourd'hui avec lequel ils sont en collaboration avec Génération Sidechick, pour qu'on puisse vraiment démystifier des sujets très pointus et s'éduquer par rapport à ça. Et justement, aujourd'hui, on va parler de grossophobie. C'est vraiment un sujet hyper important que je dois avouer que je n'ai jamais abordé auparavant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec deux personnes qui ont participé à un projet vraiment chouette qui sort aujourd'hui, le 5 septembre, c'est en ligne sur le site de équilibre.ca, soit la série Le Gros Talk Show. Oui, je sais, le titre est accrocheur, mais ça va en lien avec la grossophobie. Le Gros Talk Show a vraiment pour but de démanteler tous les préjugés qui entourent la grossophobie. C'est une série de 4 épisodes dans lesquels ils mettent de l'avant des mythes, des réalités. Ils invitent des experts et voire même des personnes qui sont considérées gros selon les préjugés de la société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui ont collaboré à ce projet-là, soit Andréane Dufour, qui est la porte-parole de Équilibre, mais qui est également nutritionniste, qui a vraiment intégré le projet en termes d'experts, mais également pour mieux s'approprier le phénomène de la grossophobie. Puis ça a été la chef d'orchestre derrière la réalisation de ce beau projet-là, en collaboration avec Gao Média, ainsi que Caroline Huard, connue sous le nom de Louni, ça vous dit sûrement quelque chose, qui est très activiste par rapport à la grossophobie et qui ne s'empêche pas de parler haut et fort des enjeux reliés à la grossophobie sur ses plateformes. Elle a même mis de l'avant et animé un balado qui s'appelle À plat ventre, la culture de la diète. Donc, j'ai un immense plaisir de pouvoir échanger avec ces deux dames aujourd'hui pour démystifier le gros sujet de la grossophobie. Mais d'abord, avant de tomber dans le vif de tout ça, je vais vous parler des produits que j'adore dans le cadre de la minute Clarins. C'est là, puis là, je les ai toutes vraiment apportés. C'est les Lip Perfector Glow de Clarins. Vous voyez, ils ont sorti 6 teintes. Et là, c'est pas nécessairement des teintes vraiment incroyables en termes de couleur, mais c'est un produit que j'adore parce que ça vient vraiment hydrater en profondeur vos lèvres. Ça peut même réparer en cas, par exemple, si vous avez des gerçures ou autres, mais c'est un produit qu'on peut vraiment mettre avant même de faire dodo. Je sais, ça peut avoir l'air bizarre, là. Il y en a des sans couleur, by the way, si jamais vous voulez pas tacher vos oreillers. Mais moi, j'en mets avant de faire dodo parce que non seulement ça sent très bon, mais ça vient vraiment hydrater les lèvres puis vous donner un petit glow. Des produits disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, mesdames. Hello. Bon matin. Bienvenue à Génération Sidechick. Prise 2 pour toi, Caro. Oui, mais c'était un petit peu moins cosy que ça. Mais en fait, non, c'était cosy, mais je pense que j'étais en legging quand on avait fait... Via Zoom. Oui, via Zoom, en pleine pandémie, genre 2020, 2021. Ouais, en fait, je crois que tu étais dans les premières, donc 2020. Oui, c'était peut-être le printemps, été 2020. Là. Oui. Puis, cool. non, je me souviens de cette conversation-là. Est-ce que tu étais dans ton garde-robe? Je pense que j'étais dans mon garde-robe. Oui, c'est ça. Enregistrer là pour la qualité du son? Oui, pour la qualité du son, puis faire en sorte que mon chien jappe pas en arrière. Ouais. Puis, tu sais, ouais. Puis moi, j'étais comme à peu près les 15 000 personnes qui se sont acheté un micro Blue Yeti sur Amazon. C'est à ce moment-là. Non, mais en fait, c'est que je me souviens d'avoir magasiné les micros, puis comme... avant la pandémie, puis après la pandémie, puis il y avait comme 20 000 reviews positifs de ce micro-là, mais c'est parce que tout le monde s'est acheté des micros dans la pandémie. Là, Fait que voilà, c'est ça, prise 2. Mais aujourd'hui, tu as droit à un petit micro. Oui, aujourd'hui, oui, exactement. Plus discret. Oui. Puis on parlera pas de... on parle un peu, on avait parlé du végétalisme, l'alimentation, mais c'est sûr qu'on va parler d'alimentation aujourd'hui. Puis justement, là, je te regarde, mes yeux vont vers toi, Andréane. T'es porte-parole d'Équilibre. Est-ce que c'est ta profession qui a fait que tu as embarqué dans Équilibre ou c'est un besoin personnel, une expérience personnelle qui a fait que tu as voulu te joindre au mouvement? Oui, en fait, moi, j'ai fait ma maîtrise sur le lien entre les comportements alimentaires et le stress. OK. Ça m'a toujours beaucoup intéressée.
santé, au-delà de l'assiette. Je me voyais pas nécessairement faire de la nutrition clinique. Donc, l'aspect santé publique aussi m'a toujours beaucoup interpellée. Puis, dans le cadre de ma maîtrise, c'était des gens qui avaient participé à un programme qui était un programme d'équilibre, dans le fond, qui m'a amené à connaître cette approche-là. On avait eu un cours aussi sur l'approche plus globale, axée sur l'image corporelle aussi dans mes cours. Donc, j'ai comme vraiment eu la piqûre. Puis, la question de l'image corporelle, c'est tellement quelque chose qui préoccupe tout le monde, dans toute la société, à différents degrés. Mais j'ai toujours trouvé ça important de travailler là-dessus. Donc, c'est ce qui me motive beaucoup à tous les jours à me lever puis à faire le travail que je fais pour essayer d'aider les gens avec ça. Joséphine, que tu dis, tu sais, ça parle à tout le monde. Puis d'emblée, quand on m'a présenté le sujet d'aujourd'hui, parler de grossophobie, je suis comme, j'ai-tu le droit d'en parler? Pourquoi tu as cette réaction-là? Tu sais, je le cacherai pas. Moi, je suis une très bonne alliée dans toutes les causes. Puis mon salon sert à ça. Là, on va parler des vraies affaires. Puis j'invite des gens de toute culture, tu sais, avec n'importe quelle perception. Puis on va en parler. Là. Je suis vraiment ouverte d'esprit. Puis ça sert à ça aussi, Génération Sidechick. Mais par contre, je dois quand même avouer que lorsque je porte un sujet qui est, par exemple, raciste ou autre, autant qu'il y en a qui vont faire « Wow, quel bon allié », on apprécie le fait que tu permettes une discussion en ce sens. Mais il y a des fois qu'on dit « Ouais, mais t'es qui pour dire ça, dans le fond? T'es qui pour ouvrir la discussion par rapport à ce sujet-là? » Puis sachant que je suis dans un format standard, je suis comme « J'ai-tu le droit de parler de grossophobie ou ça va être mal perçu? » Tu sais, c'est un questionnement que j'ai eu. Mais oui, mais je pense que c'est dans les dernières années où est-ce qu'on est beaucoup à prendre la parole sur plein de sujets. Ouais. Je pense qu'on parle de plus en plus de la notion de privilège aussi. Puis moi, c'est quelque chose, ça a été vraiment fondamental dans ma compréhension du rôle que je pouvais jouer à différents niveaux, tu sais, de reconnaître tes privilèges à différents égards. Tu sais, par exemple, quand on parle de racisme, tu reconnais ton privilège d'être une personne blanche dans une société qui va ouvrir plus de portes aux personnes blanches, tu sais. Puis par rapport au poids, tu sais, ce qui est essentiel, c'est de reconnaître les privilèges qu'on a. Tu sais, au même titre que moi, il y a certains privilèges que j'ai pas par rapport à des gens qui sont plus minces, mais j'ai aussi beaucoup de privilèges par rapport à des gens qui vivent dans des corps plus gros. Fait que, tu sais, c'est de reconnaître ça. Puis on a besoin d'alliés de tous les types de corps, je dirais, pour porter une cause comme ça. Puis je dirais aussi, moi, souvent, le terme grossophobie, tu sais, puis on l'a même pas encore défini, mais des fois, des gens qui sont comme, moi, je suis mal à l'aise de parler de grossophobie ou je suis pas à l'aise de me faire dire que je suis peut-être grossophobe. Des fois, je le reformule comme étant, est-ce que tu crois qu'il existe une hiérarchie des corps? Est-ce que tu considères qu'il y a des corps qui sont supérieurs à d'autres? Comme juste de par leur forme, leur format, leur apparence. Puis, tu sais, c'est dur de dire non, là, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on considère qu'il y a des corps qui sont supérieurs à d'autres. Fait qu'est-ce que tu considères qu'il y a une espèce de hiérarchie? Puis c'est quoi qui est au sommet de cette hiérarchie-là? Bien, c'est souvent un corps mince, jeune, blanc, sans handicap physique, avec une belle peau, tu sais, etc., etc. Fait que c'est important de reconnaître ça, cette espèce de hiérarchie-là. Puis là, on peut ouvrir la porte après ça, parce que, encore là, tout dépendamment de ton type de corps, tu vas te trouver quelque part sur cette échelle-là, comme où est-ce que tu es plus favorisé dans la société. Mais je pense que tout le monde est impacté par la hiérarchie des corps puis la grossophobie. Puis c'est important de reconnaître qu'il y a des gens qui le sont plus, puis d'autres moins, mais il faut qu'on en parle, il ne faut pas qu'on soit mal à l'aise. Je pense que le pire à faire, c'est d'être mal à l'aise de parler de ce sujet-là. Bien, merci. Je me sens mieux. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ben oui, vraiment. Puis je pense qu'une des bonnes façons aussi d'être capable d'en parler, c'est de s'informer parce qu'on le sait. Des fois, on a l'impression de marcher sur des œufs avec certains sujets. On ne veut pas blesser. On sait que c'est des sujets qui sont sensibles aussi. Mais justement, plus on va en parler, bien, plus ça va aider à déconstruire des croyances qui alimentent la grossophobie aussi. Puis ça m'amène à avoir envie de parler du mot gros. Tu sais, as parlé de est-ce qu'on est à l'aise d'en parler, de comment on peut en parler aussi. Bien, des fois, on ne sait pas quel terme utiliser aussi. Tu sais, la grossophobie, c'est comme un terme un peu plus neutre. On va finir par le définir. Là, c'est pas là que je vais avec tout de suite. C'est quoi la grossophobie? Oui, c'est ça. C'est quoi? On regarde le suspense. Mais dans le fond, souvent, quand on parle aussi, on ne sait pas trop quoi dire. Est-ce qu'on dit des personnes grosses, des personnes en surpoids, des personnes rondes, des personnes obèses? Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui militent sur la question depuis longtemps. Puis Équilibre, on a décidé aussi de suivre ce mouvement-là, des militants qui avaient commencé à parler de ça aussi, d'autres organismes aussi, mais de réhabiliter le mot gros dans le fond, parce que le mot gros, quand on ne l'associe pas à une personne en général, tu sais, un gros salaire, une grosse auto, un gros bouquet de fleurs, un gros cadeau, c'est pas quelque chose de négatif. Mais quand, là, on l'associe à une personne, mais c'est comme si tout le poids, là, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais des préjugés, bien, s'ajoute à ce mot-là, puis là, tout à coup, ça prend une connotation négative, alors que dans le fond, ça pourrait être juste un qualificatif descriptif neutre. Donc, encore là, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde individuellement qui va être à l'aise d'utiliser ce mot-là. Des fois, quelqu'un qui a été insulté beaucoup ou qui a vécu de l'intimidation peut préférer d'autres termes, puis ça, c'est correct, on le respecte. Mais socialement, tu sais, ça pourrait être un terme qu'on se réapproprie tout le monde, puis ça permet après ça d'identifier, tu sais, comment on parle des personnes grosses. Puis évidemment, on n'est pas obligé de décrire une personne juste par sa corpulence non plus. Là. On n'est pas obligé d'utiliser ce terme-là nécessairement, mais si on est dans un contexte où on en parlait, bien, c'est correct d'utiliser ce mot-là. Là. Donc, il y a toutes sortes de façons d'être des alliés en parlant avec des mots comme ça, mais plus on sensibilise les gens, bien, plus
on se rend compte que ça existe, bien, plus on est capable de la déconstruire. Donc, peu importe le poids, je pense que c'est important aussi d'en parler. Oui, puis on a le droit à l'erreur. Oui, ben oui, parce exactement. On est là pour apprendre. Fait que, faut pas trop non plus se taper ses doigts si on dit des termes, mais en même temps, justement, par l'éducation, si on est capable de se corriger en bienveillance, je pense que tout est possible en termes d'évolution. Oui, puis je pense qu'il faut aussi accepter que toutes les conversations autour du poids, c'est inconfortable. Puis si on accepte ça, tu sais, si tu dis non, moi, on va parler du poids, mais ça va être super confortable, tout ce que tu vas faire, c'est aller dans des grandes généralités où tu vas frôler le sujet, où tu vas dire oh non, tout le monde est beau, tout le monde. Mais voyons donc, moi, je me suis déjà fait dire sur les médias sociaux bien là, il faudrait peut-être t'arrêter de parler de grossophobie parce que ça fait juste faire qu'on en parle encore plus. On peut-tu juste dire que tout le monde est beau puis a le droit d'exister? Puis je suis comme, attends une minute. C'est vraiment pas une façon efficace de dire que des injustices n'existent pas. C'est pas la meilleure façon de les combattre. T'sais. Fait qu'il faut accepter que c'est inconfortable. Puis n'importe quel changement social, puis là, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, là, depuis quoi, 5 ans, 10 ans, peut-être. C'est juste plus intense, peut-être depuis 5 ans, mais ça doit faire peut-être 20 ans qu'on en parle plus. Mais on est vraiment dans la phase super inconfortable où ça va dans tous les sens. Puis il va y avoir des nouveaux comme paradigmes sociaux probablement qui vont se dessiner. Puis là, on est dans la phase où tout est inconfortable. Fait que moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire je vais avoir des conversations inconfortables avec sur une tribune comme ici ou avec mes proches autour d'un café, autour d'un repas. On va en parler, ça va être inconfortable. On va s'ouvrir s'il faut, on va aller s'informer, on va s'éduquer, comme tu dis, mais ça va être inconfortable. Parce que sinon, on va se braquer. Puis on va être comme... Absolument. Fait que d'entrée de jeu, je vais me baigner, je plonge dans la notion d'inconfort. Il a fallu que je m'amène à aussi, est-ce que tu es grossophobe, Cathy? Je me suis posé la question. Moi, j'ai des amis de tout genre, tout style corporel, culturel, mais par rapport à moi-même, sachant que dans ma famille, puis là, on va inévitablement démystifier le sujet de la santé, tout ça, mais dans ma famille, il y a beaucoup de personnes en surpoids qui ont des enjeux de santé, puis ça donne, est-ce que c'est juste à cause de son surpoids? Non. C'est pas les personnes qui ont fait du sport. Il y a plein d'autres choses. Il y a un style de vie qui n'est pas nécessairement le plus sain. Mais dans ma famille, il y a cette préoccupation depuis un très bas âge que, exemple, j'ai des personnes qui étaient en surpoids dans ma famille qui souffraient de maladies. Fait qu'eux autres étaient comme, il faut que je perde du poids. C'était tout le temps... c'est sûr. C'était tout le temps ça que j'entendais. Fait que moi, je suis devenue comme, dès que, j'ai un poids qui est un peu yo-yo, puis j'aime manger puis profiter de la vie. Mais là, quand je vois, je suis comme, oh mon Dieu, je veux tout sauf finir comme mes grands-parents, mon père, c'est comme si j'ai une peur de devenir plus grosse parce que toute mon enfance, j'ai entendu justement le lien entre le poids et la santé. Puis j'ai tellement pas envie d'avoir une vie nomade et sédentaire comme eux, par exemple, parce qu'ils se promenaient, mais ils étaient comme pas capables de rien faire en même temps. Fait que ça... D'avoir des limitations. Ouais, vraiment. Fait que moi, ça m'a comme développé une peur, mais c'est pas envers les gens, c'est comme envers moi-même. Fait que est-ce que ça, c'est grossophobe? C'est dans ta famille, mais je te confirme que c'est aussi dans la société en général. Après ça, si tu as des exemples plus proches que toi, souvent, je pense que ça prend une autre connotation. Là, quand on a des exemples qu'on a vécu, mettons, où on a vu plus dans leur intimité à quel point ça leur amenait de la souffrance aussi. Mais tu sais, ça, c'est un des préjugés qu'on essaie de déconstruire beaucoup. Le fait que, bien, premièrement, que le poids, c'est quelque chose qui se contrôle. Moi, je pense que ça, là, c'est une des choses qui est une des idées qu'il faut le plus remettre en question. Mais même moi, encore d'aujourd'hui, Caro, tu dis ça, puis j'ai tout le temps l'impression que c'est vrai qu'on peut le contrôler. Bien, parce que moi, j'essaie d'avoir un contrôle sur le mien, fait que j'ai comme l'impression c'est vrai dans une certaine mesure, mais pas autant que ce qu'on pense, exactement. Puis je pense que... Puis je vais te laisser peut-être aller plus là-dessus, mais il y a de plus en plus de données probantes là-dessus qui le démontrent, là, que le poids est beaucoup, beaucoup déterminé par des facteurs hors de notre contrôle. En fait, ce qu'on appelle des facteurs non modifiables, en fait, là, comme la génétique. Puis après ça, il y a d'autres facteurs aussi qu'on pourrait considérer comme modifiables, mais qu'en réalité, c'est pas toi comme individu. Par exemple, des facteurs socio-économiques, des choses comme ça. C'est pas une question de volonté, là, c'est une question comme de situation dans laquelle tu te retrouves. Encore là, de privilèges et tout. Mais là, il y a des études récentes qui ont montré que c'est quoi, 50 à 70 du poids qui est déterminé par la génétique. C'est énorme. C'est énorme. Puis ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est une donnée que j'avais jamais entendue avant. Bien, c'est récent. Chercheur Benoît Arsenault aussi, là, dont je t'ai parlé un petit peu avant l'émission. Il a fait beaucoup de recherches, entre autres, là-dessus, puis il y a beaucoup d'études aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé encore plus dernièrement dans les résultats qu'il présentait, c'est que
plus... Là, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails de l'IMC. Là, souvent, les études sont faites en fonction de l'indice de masse corporelle, qui est un indice qui est très critiqué parce qu'en termes d'usage individuel, ça ne permet vraiment pas de dire si une personne est en santé ou non. Mais par contre, dans les études, ça permet quand même de comparer certaines populations où c'est souvent ces chiffres-là qui sont associés à différents facteurs de santé ou quand il y a des études sur le sujet. Mais ce qui montrait dans des propos qu'il rapportait, c'est que dans le fond, plus une personne est grosse, plus son IMC est très élevé, bien, plus la part de la génétique qui détermine son poids est grande. Donc, toi, tantôt, tu disais, tu sais, j'ai une certaine facilité, peut-être je fais du yo-yo un peu, mais tu sais, je peux perdre du poids, je reprends un peu du poids, je repère mon poids, mais ta génétique te favorise aussi, tu sais, quand on parlait des privilèges, tu sais, as le privilège d'avoir la génétique d'une personne mince, puis quand les personnes sont plus minces, bien, la part de la génétique qui est attribuable au poids est moindre aussi. Donc, dans le fond, toi, c'est plus facile, c'est comme plus facile pour les minces de perdre du poids, finalement, que pour les personnes grosses. Puis ça, c'est encore plus aberrant, voire injuste, parce que dans le fond, toute la pression sur la société est beaucoup sur les corps gros, mais c'est encore moins facile pour ces personnes-là de maigrir, puis il y a plein de facteurs, comme tu disais, qui influencent le poids. Donc, toute la culture des diètes, toute la valorisation de la minceur, tu sais, c'est tellement omniprésent depuis longtemps qu'on a tendance à se dire, ben là, il faut juste manger moins, bouger plus, on va maigrir, c'est facile, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Là. Simpliste. Ah oui! Hey, c'est toute une question de calcul. Dépense plus d'énergie, mange moins, tu vas perdre du poids, tu sais, c'est pas nécessairement vrai. Non. Ça, tu sais, le calorie in, calorie out, en fait, ça n'a jamais été prouvé que ça marchait vraiment dans un système comme complexe comme le corps humain. C'est vraiment plus quelque chose de... C'est un principe de physique, en fait, et c'est beaucoup, beaucoup remis en question, en fait, tu sais, ou l'idée que si tu brûles tant de calories, tu vas perdre 1 livre, ou si tu en manges tant, tu vas prendre 1 livre. Tout ça, c'est une façon beaucoup trop simplifié d'expliquer ce qui se passe dans le corps et qui ne tient pas compte justement de l'unicité de chaque corps. Ça, c'est vrai, j'avais oublié cet aspect-là que plus tu es une personne grosse, plus les facteurs génétiques sont déterminants. Puis ce qu'on va voir aussi beaucoup, c'est des personnes qui vont prendre la parole, par exemple, des personnes qui ont été relativement minces toute leur vie parce qu'ils ont le privilège d'être une personne mince puis probablement d'avoir une certaine capacité à contrôler leur poids. Et là, vont avoir une période dans leur vie où les habitudes de vie vont être sous-optimales. Ils vont manger beaucoup d'aliments ultra transformés ou beaucoup de restos, pas beaucoup d'activité physique. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, une rupture, une perte d'emploi, peu importe, une pandémie. Il y a plein de choses. Et là, la personne va prendre du poids, va dire « je me suis laissée aller, je suis moins en forme ». Et là, cette personne-là va reprendre des habitudes comme elle avait avant et va perdre du poids et va devenir la personne qui est la porte-parole des personnes grosses pour dire, moi, en tant que personne qui a perdu du poids, je peux vous dire comment faire. Okay? Mais en général, ces personnes-là, c'est des gens qui ont été minces une grosse partie de leur vie, qui ont eu une petite période où ils ont pris un peu de poids parce qu'il n'y avait pas des bonnes habitudes de vie. Ils ont changé leurs habitudes de vie, ils ont reperdu le poids. Puis ces gens-là vont avoir l'audace d'aller devant une personne qui a vécu dans un corps gros toute sa vie, qui possiblement met beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes habitudes de vie, bien manger, gérer son stress, bouger. Puis il va se faire dire « Non, mais moi, je sais c'est quoi il faut que tu fasses. Là. C'est juste ça qu'il faut que tu fasses. Gars, ça marche pour moi. Toi, c'est probablement parce que tu fais pas ce qu'il faut. » Tu sais, puis c'est extrêmement fâchant. Toi, de te faire des affaires de même? Ah! Oui. Ouais. Vraiment souvent. Ben oui. Puis en fait, je pense que dès que tu vis dans un corps plus gros, moi, je dirais que ça n'arrive plus maintenant parce que je suis tellement vocale par rapport à ça. Il y a personne qui ose aller cogner à ta porte. Non, c'est ça. À la limite, moi, c'est un peu le contraire. Les gens sont comme mal à l'aise de me dire, comme, par exemple, comme, tu sais, j'ose pas te le dire, mais tu sais, je suis keto depuis 3 semaines. Puis je suis comme, moi, je ne juge pas les comportements d'une personne. Tu sais, moi, je remets en question ce qu'il y a dans la société, tu sais, puis j'essaie tu sais, de challenger ces idées-là, mais je vais poser la question, bien, comment tu te sens? Tu sais, comment ça se passe pour toi? Ben écoute, tant mieux, tu sais, si tu as trouvé quelque chose qui te faisait du bien, je suis pas là. Par contre, quand la personne va reprendre le poids après, puis qu'elle va venir m'en parler, je vais être là pour elle, tu sais. Parce que je sais que c'est pas facile, je juge pas la personne qui décide de prendre ce chemin-là, sauf si c'est une personnalité publique puis qu'elle décide de vendre ça à tout le monde puis de dire, faites donc comme moi, là, ça... J'ai plus comme je me sens, je trouve que tu vas être un peu mal à l'aise. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, on se le fait dire tout le temps, hey, non, mais moi, j'ai essayé ça ou essaye ça ou tu devrais faire ça, tu sais. Alors que moi, tu sais, j'ai déjà été beaucoup trop intensément dans une alimentation comme parfaite et l'activité physique intense. Et même tu n'étais pas plus heureuse dans ce moment-là. Non. C'était symptomatique que j'allais pas bien. Et avec le corps que j'avais, je pouvais même pas m'habiller dans la majorité des boutiques, tu sais. T'sais, parce que même en ayant pratiquement un trouble alimentaire où je contrôlais ce que je mangeais puis comment je bougeais,
le plus petit que mon corps est venu, là, c'était comme encore trop gros pour les standards, tu sais. Fait que moi, quelqu'un qui dit « Oh non, mais t'as juste à faire ça, juste à faire ça. » Ouais, écoute, ça fait 25 ans que je fais ça. Puis j'ai ce corps-là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que... Puis encore là, quand je dis conversation inconfortable, c'est ça, là, tu sais. Ouais. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font le porte-parole des personnes grosses quand eux, ils ont perdu un petit peu de poids, alors que, tu sais, c'est une situation complètement différente, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, devant une même assiette, devant une même quantité de calories ingérées ou dépensées, tu sais, tout le monde est différent. Puis je pense que c'est ça, dans l'exemple aussi que tu dis, ce qui est problématique, c'est pas parce que ça marche pour toi que ça va marcher pour les autres. Puis moi, ce que j'aimerais aussi que les gens aient comme information, c'est l'envers de la médaille. Tu sais, là, on n'arrête pas de glorifier de la perte de poids, de dire que c'est facile. Tu sais, il y a tous les régimes dont tu parles, il y en a toujours un nouveau à la mode aussi. Puis c'est vrai que c'est difficile de résister à l'envie de perdre du poids quand on est dans une société, justement, qui valorise tellement la minceur, qui a beaucoup de préjugés à l'égard des personnes aussi qui ne sont pas dans cette norme-là. Fait que c'est tentant. Puis c'est comme un modèle qui nous est présenté depuis tellement d'années qu'on dirait que c'est comme un peu, des fois, banal ou normal. Mais ce qu'on dit jamais, c'est tout l'envers de la médaille pour pouvoir prendre une décision éclairée. Tu sais, si je décide de perdre du poids, bien, il faut que je fasse des gros changements dans mes habitudes de vie. Ça peut générer aussi, après, des compulsions alimentaires qui sont un peu l'effet de retour du balancier de quand on s'est privé. Ça peut amener à développer une image corporelle négative. Ça peut mener à des troubles de comportement alimentaire aussi. C'est dur pour l'estime de soi. Puis la perte de poids à long terme, en général, ça fonctionne pas. Puis ça aussi, tu sais, l'industrie de l'amaigrissement, c'est une industrie qui met beaucoup d'argent pour être très lucrative puis qui fait toujours vendre le rêve et tout ça. Puis on dit souvent, là, je suis pas la seule à dire ça, mais que c'est comme la seule industrie, finalement, qui vit encore puis qui fait encore du profit malgré le fait qu'elle vend des produits inefficaces. Tu sais, si on avait une auto, après 2 semaines, les freins brisent, tout le monde se le dirait. Il n'y a plus personne qui achèterait ce modèle-là. Mais les diètes, on le sait que c'est inefficace à long terme, mais tout le monde essaie toujours de croire que ça pourrait marcher encore parce qu'ils remettent jamais en question la méthode, mais ils vont remettre en question leur volonté. Tu sais, j'ai pas été capable de suivre la diète, j'ai arrêté, c'est moi qui ai manqué de volonté, je suis pas bon, je suis pas bonne. Puis ça, c'est beaucoup ancré, tu sais. Excuse-moi de t'interrompre, mais soit ça ou justement en raison de plein de facteurs comme la génétique, le corps, le fonctionnement de son propre corps. Il y en a qui vont essayer le jeûne intermittent, puis ça va super bien fonctionner pour eux autres. Fait que après ça, ben, c'est ça que ça prend. Fait que, tu sais, oui, il y en a, tu sais, c'est pas prouvé, mais c'est parce que c'est tellement, il faut que tu essaies des affaires, mais jusqu'à quel prix, tu sais, à un moment donné, ça devient justement une maladie, c'est maladif. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai tout le temps over-analysé justement ce que je faisais parce que j'ai tellement peur d'être en mauvaise santé ou d'avoir le même genre de sort que ma famille qui ont tous du diabète, puis ci, puis ça. Puis là, je suis comme non, tu sais. Puis le poids est devenu, pour moi, une façon d'analyser si je suis en bonne santé ou pas, alors que ça n'a pas rapport. Tu sais, des fois, je suis comme là, calme-toi, là, Cathy, tu es une sportive, tu fais de la méditation, tu sais, la santé mentale a un grand impact, c'est toutes des personnes ultra stressées, là. Fait que, tu sais, puis je dis tout, là, j'ai point du doigt, je les aime, là, mais... Ils sont derrière le rideau. Oui, ils sont là. Salut! Salut, papa! Mais, tu sais, c'est des personnes qui ont... Ça va bien plus loin que juste l'apparence physique, là. C'est pas un indice. Puis ça fait partie d'un des mythes, justement, dans l'émission, le gros talk show que vous avez voulu démystifier, que c'est vraiment comme les gens disent personne grosse, mauvaise santé. C'est tellement pas vrai, là. Puis c'est tellement complexe, la santé. Puis encore là, tu sais, devant des mêmes habitudes de vie, tout le monde ne sera pas en santé. C'est pareil, tout le monde est différent, autant pour la santé que pour le poids. Mais il y a tellement de déterminants qui influencent la santé. Le poids est un parmi une multitude, mais on n'a pas le contrôle. Tu sais, tu disais tantôt que c'est un des mythes les plus tenaces. Tu sais, on pense qu'on peut juste décider de maigrir, on maigrit, mais le poids, c'est pas un comportement. Puis même si on améliore nos habitudes de vie avec le plus de volonté, d'assiduité possible, on peut jamais prédire ça va être quoi le chiffre sur la balance au bout de la ligne. Puis on n'a comme pas le choix à un certain moment d'accepter que quand on mange de façon équilibrée, qu'on cuisine, qu'on est capable de respecter nos préférences, qu'on a du plaisir à manger, qu'on bouge avec des activités qu'on aime, que c'est pas une corvée d'aller 4 fois par semaine faire quelque chose qu'on déteste au gym, par exemple. Bien, après, une fois qu'on fume pas, qu'on dort suffisamment, qu'on gère notre stress et tout ça, bien, le poids qu'on a, on n'a comme pas trop le choix de l'accepter, dans le fond, puis ça se peut très bien que ça soit pas le poids des standards de beauté qui sont présentés dans la société aussi. En ce moment, exact, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est ça, le type de corps ou la hiérarchie des corps, tu sais, quand on parlait, le corps qui est valorisé ou qui est mis sur un piédestal, ça varie beaucoup dans les époques, puis sur la planète aussi. Puis c'est relativement une anomalie, en fait, depuis environ 150 ans, là, tu sais, que c'est vraiment la minceur qui est mise de l'avant, mais c'était pas ça la norme pendant longtemps. Tu sais, ça a beaucoup varié, mais en général, tu sais, il y avait tu sais, par exemple, chez les femmes, plus des formes plus généreuses qui étaient associées à la fertilité, des choses comme ça. Après ça, moi, je pense que ce qui est important de remettre en question aussi, c'est, tu sais, parce que des fois, on va voir des choses comme « Ah, mais là, mettons, les Kardashians qui ont des fesses plus généreuses, que ça devient le nouveau standard, c'est cool, parce que là, il y a plus de femmes qui se reconnaissent là-dedans. » Puis je suis comme « Attends,
il n'y a aucune femme à peu près qui se reconnaît dans le corps des Kardashians. Puis encore là, le problème, c'est qu'on valorise un type de corps, tu sais, puis on dit... un type de corps qui n'est pas naturel. Non, c'est ça. En plus, c'est ça. Mais il y aurait aussi un problème si on disait que maintenant, le meilleur type de corps, c'est un corps qui est vraiment plus gros ou, tu sais, qui correspondrait à ce qu'on appelle le surpoids ou l'obésité. Mettons qu'on dit que c'est ça, le type de corps qui est valorisé. Il y a des personnes naturellement minces avec leur génétique qui atteindront jamais ça, OK? Fait que c'est un problème en soi de dire il y a un type de corps qui est à la mode. Moi, j'ai pas de problème qu'on dise il y a une couleur de cheveux qui est à la mode cette année. Parce que la majorité des gens, si tu as moindrement des moyens financiers, tu as la capacité d'aller dans un salon de coiffure ou à la pharmacie puis d'acheter ce qu'il faut puis d'avoir accès à cette couleur de cheveux-là le temps que la mode, ça soit ça, tu sais. Mais pour le type de corps, ça fonctionne pas comme ça. Mais par contre, on se fait vendre l'idée que, ben oui, t'as juste à faire ce qu'il faut puis tu vas l'avoir, ce type de corps-là. Fait que je pense qu'il faut remettre en question le fait qu'on valorise un type de corps, tu sais, ou un espèce de range de type de corps, tu sais. C'est beaucoup ça qu'on doit comme questionner parce que c'est peine perdue, on n'y arrivera jamais ou il va sinon toujours avoir des personnes qui vont être exclues de ce qui est considéré comme acceptable, tu sais. Mais le simple fait de vouloir utiliser son corps comme objet trendy, je trouve ça tellement démesuré. Ça n'a comme pas de sens parce que d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, les tendances vont changer, ce qu'on va voir, ou tu sais, comme là, on est revenu là, dernièrement, là, semblerait-il, selon Vogue. Héroïne chic. Ouais, tu sais, héroïne chic, là, qu'on est très, très maigre, whatever, mais tu sais, c'est très dangereux pour la santé là, de vouloir adhérer à ce genre de physique-là. Puis il y en a qui arriveront jamais, ou il y en a qui, pour eux autres, toute leur vie, ont essayé, ils essaient de prendre du poids, puis ils sont incapables. Ah oui, puis là, c'est tout d'un coup, là, sont devenus tendance, mais l'année d'après, on va dire « Oh non, t'es plus tendance, ça va être autre chose ». Tu sais, de varier son corps comme ça, c'est tellement pas sain. Non, puis c'est que, encore là, tu sais, notre poids, même si mettons qu'on détermine qu'il y a un type d'habitude de vie qui est optimal, là, disons qu'on adhère à ça toute notre vie, notre poids est appelé à changer puis à fluctuer au cours de notre vie, tu sais, avec, ça peut être des choses comme la grossesse, là, tu sais, puis on le sait, mais ça peut être des choses aussi comme des périodes de notre vie, tu sais, comment est notre quotidien à ce moment-là, ça peut être des stresseurs qu'on a vécu, ça peut être plein de changements au niveau hormonal, la ménopause, etc. Fait que moi, je pense que si on est capable le plus jeune possible, puis tu sais, je dis ça en tant que fille dans la jeune quarantaine, mais j'aurais aimé ça, être exposée à ce message-là quand j'étais plus jeune. Puis je trouve ça vraiment cool qu'on en parle plus, puis qu'il y a des ados qui sont au courant, ils savent c'est quoi le mot grossophobie, puis la culture des diètes, puis tout ça. Parce que plus jeune, on est capable de se défaire de l'idée que c'est un impératif d'essayer de contrôler notre poids. Plus on va vivre notre vie en étant libre, tu sais. Puis moi, quand j'ai fait À plat ventre, qui est sorti au début 2022, j'ai reçu beaucoup de témoignages des gens de tous les âges, mais je dirais que ceux qui m'ont particulièrement touchée, c'est des femmes plus âgées, 65, 75 ans, 78 ans, qui m'ont dit, écoute, j'ai enfin compris que c'était un combat qui en valait pas la peine, puis ça fait 71 ans que je suis à la diète, parce que depuis que j'ai 8 ans... Puis là, j'ai décidé que cette année, j'allais accepter mon corps. Puis la personne est vers la fin de sa vie. T'sais. Puis elle me dit les plus jeunes sont chanceux comme d'être exposés à ce message-là. Puis j'étais comme, wow, faut qu'on l'entende plus. Parce que c'est tout ça. Puis j'ai l'impression que ce qui est extrêmement difficile là-dedans, puis ce qui va faire qu'on va continuer à essayer une autre diète. Puis je l'ai souvent expliqué, ça, mais c'est qu'on a un deuil à faire. La culture des diètes nous promet beaucoup, beaucoup de choses. Puis quand on vit dans une société qui valorise tel type de corps, on se fait promettre beaucoup de choses. On dit, si tu as ce type de corps-là, non seulement tu vas pas te faire écœurer, mais en plus, tu vas avoir accès à l'amour. Tu vas être comme une personne intéressante comme en amour. Tu vas avoir accès à peut-être un meilleur job. Les gens vont t'admirer, tu vas avoir plus d'amis. Tu vas vraiment avoir accès au bonheur. Tu vas réussir, tu sais. Fait que là, moi, on arrive avec un message. Les nutritionnistes comme Andréane arrivent et disent « Ouais, c'est ça, les diètes, ça marche pas vraiment. » Attends, fait que là, moi, il faut que je fasse le deuil de tout ça. Tu sais, puis, OK, mais fait que comment je vais définir mon succès si c'est pas comme ça? Puis comment je peux garantir que je vais être heureuse? Puis comment je vais pouvoir trouver l'amour si c'est pas à travers ça? Fait que c'est dur de faire le deuil de ça. Puis c'est quoi la première étape? Souvent, face à un deuil, c'est le déni. Puis on est comme, ben non, c'est sûr, c'est pas vrai. Puis là, tu sais, les étapes se suivent pas nécessairement, elles sont pas toujours dans cet ordre-là, mais tu sais, souvent, là,
ça va suivre par une période plus de négociation ou de marchandage. Puis on va être comme, ouais, c'est sûr que ça marche pas les diètes, mais peut-être le jeûne, ça va marcher. Puis là, j'ai lu quelque chose. Puis là, on est à la recherche de ça. De la chose qui va Puis qu'est-ce qui suit après ça? Souvent, une espèce de colère, tu sais. Fait que là, on est fâché contre le système, on est fâché contre nous-mêmes, on se sent coupable, on est fâché contre les gens qui en font encore des diètes ou les gens qui, eux, en perdent du poids, puis on est fâché contre ça. Puis éventuellement, vient une phase plus qu'on se sent triste parce qu'on doit accepter. On se rend compte qu'on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence qu'effectivement, ça fait 30 ans que j'essaie de contrôler mon poids puis que ça ne marche pas. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une autre mission dans ma vie. Puis éventuellement, on accepte tout ça puis on passe à d'autres choses puis on s'élève vers d'autres objectifs. Peut-être. Mais il peut arriver peut-être à n'importe quelle étape. Mais tu sais, puis je pense que c'est important de le reconnaître comme ça. Puis moi, j'ai des amis proches qui m'ont dit, par exemple, je n'allais pas écouter ton balado parce que je trouvais ça trop difficile parce que je ne suis pas prête à faire le deuil de ça encore. Puis je ne suis pas prête à entendre des arguments qui vont faire en sorte que j'aurai pas le choix d'entamer mon processus de deuil, tu sais. Puis je comprends ça, puis je respecte vraiment ça, puis je pense que c'est important de respecter le rythme de chaque personne. Puis c'est pour ça que avant, j'étais vraiment dans le jugement quelqu'un autour de moi qui fait une diète. Maintenant, je le suis plus, tu sais, parce que j'ai plus d'empathie, puis je me dis à quel point cette personne-là doit souffrir, tu sais, de son corps ou de son poids si elle veut faire ça, tu sais. Fait qu'après ça change un peu la perspective. Mais tu sais, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie avec nous-mêmes aussi, tu sais, de dire, ouais, c'est normal que ça soit difficile d'entamer ce processus-là, tu sais. Parce que je dois dire bye à bien des affaires, là, tu sais. Puis je pense que c'est important aussi de tout départager. Tu sais, tantôt, tu parlais de la pression de l'apparence, mais aussi de la santé, mettons, dans ta famille. Des fois, en arrière, puis de là, la santé... je réitère, la seule raison pourquoi j'associais le poids ou qui est encore en date d'aujourd'hui, mon inconscient, je vais juste le dire pour pas qu'on pense que je fais l'effet inverse de l'objectif du balado d'aujourd'hui, c'est que dans la bouche de mes parents ou des personnes qui avaient un surpoids à ce moment-là, parce qu'il y avait, tu l'as dit, des fois, il y a des changements de lifestyle ou des bonnes habitudes de vie. Eux, ils disaient automatiquement, je suis pas en bonne santé. En ce moment, j'ai pris du pois. C'est pour ça que mon cerveau va là. Ah, ben oui, mais je suis pas en train de dire que tout le monde... Je suis pas en train de défaire l'objectif. Mais ta façon de penser, moi, c'est comme ça que j'ai pensé pendant super longtemps. Puis c'est comme ça, je pense que la majorité des gens pensent encore, malheureusement. Mais c'est parce que c'est ça qu'on voit puis qu'on entend partout encore. Puis on entend ça même de la part de médecins. Là, on entend ça de la part d'autorités comme... expertes ou qui sont censés connaître le sujet, on va l'entendre, tu sais. Si n'importe qui va dans le bureau d'un médecin qui est pas à jour, là, puis vous avez pris du poids, là, c'est peut-être la tension, là, il va falloir faire ça, tu sais, oui, c'est probablement c'est une des premières choses qu'on fait quand on est dans un examen de routine, on nous embarque sur une balance. Puis on calcule souvent l'IMC. Puis pourtant, il y a tellement d'études qui montrent que quand on change nos habitudes de vie, beaucoup l'activité physique, la capacité cardiovasculaire, c'est beaucoup plus ça qui va prédire le risque de mortalité ou de morbidité que le poids en soi. T'sais. Même chose, des changements au niveau de l'alimentation, ça va avoir un impact beaucoup plus important sur la santé que le poids. Donc, des fois, c'est ça. C'était ça mon idée un peu tout à l'heure, il faut départager parce que des fois, on dirait qu'on associe poids, santé, on se préoccupe de notre santé, mais en même temps, il y a toute la couche, des fois, qui n'est pas toujours consciente de la pression de la société, qui est plus par rapport à l'apparence aussi, tu sais. Puis souvent, il y a des gens, tu sais, qui vont cacher un petit peu leurs préoccupations à l'égard de leur apparence derrière des motivations de santé parce que de plus en plus, on commence à dire, là, il ne faut plus trop parler de poids ou, tu sais, il ne faut plus maigrir, c'est dangereux, les régimes. Fait que là, les gens, des fois aussi, ne savent plus trop où se mettre là-dedans, puis endossent un peu la motivation santé, alors que finalement, c'est beaucoup la question du poids qui reste encore derrière. Donc, je pense que c'est important aussi de se poser des questions puis de s'introspecter un petit peu pour voir, tu sais, est-ce que c'est vraiment la santé, mon objectif, ou mon poids? Si c'est mon poids, bien, effectivement, il y a un cheminement à faire puis il y a un deuil, mais notre poids n'influence pas notre santé autant qu'on pense. Puis, il y a beaucoup de personnes grosses qui ont des super bonnes habitudes de vie, qui sont en excellente santé, comme à l'inverse, il y a des personnes minces qui mangent mal, qui bougent pas assez, qui sont stressées, qui fument, qui sont vraiment en mauvaise santé. Donc, autant les professionnels de la santé, tu sais, gagneraient à poser des questions à tout le monde sur leurs habitudes de vie indépendamment du poids. Puis autant on a eu des messages, tu sais, qui parlaient vraiment de l'importance de perte de poids pour la santé et tout ça. Autant les messages devraient miser beaucoup plus sur l'adoption de saines habitudes de vie. Mais encore là, on dirait que j'ai envie de rajouter une nuance supplémentaire, tu sais. C'est pas la perfection qu'on vise non plus, puis c'est pas tout le monde qui a la même capacité, qui a le même temps, qui a le même niveau d'énergie, tu sais, pour modifier ses habitudes de vie, mais je pense que chacun pourrait bénéficier de réfléchir un peu à ses habitudes de vie, puis voir, bon, bien, comment je trouve que ça se passe, est-ce que je me sens bien, puis par habitude de vie, c'est pas juste non plus qualitatif, combien de temps je bouge, qu'est-ce que je mange, c'est aussi beaucoup pour moi la relation qu'on entretient avec la nourriture puis l'activité physique, entre autres, là, je parle un peu de ces deux-là, mais
c'est super important, ça aussi, parce que si j'obsède à toujours manger parfaitement, si j'angoisse quand je manque une journée d'activité physique parce que là, j'ai l'impression qu'il faut que je compense pour le souper que j'ai mangé hier, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans la tête des gens au quotidien. C'est comme une charge mentale un petit peu omniprésente. Mais ça, tu sais, c'est pas nécessairement mieux pour la santé, puis ça pèse lourd, tu sais. Puis on a fait un sondage avec la Ferme Léger Équilibre l'été dernier auprès de 1800 quelques Québécois et Québécoises. Puis dans le fond, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a 62 des gens, peu importe leur poids, qui veulent maigrir. Il y en a 44 ou 45 là, qui disaient être malheureux ou angoissés à cause de leur poids. 36 qui disaient que la gestion du poids dominait leur vie. Donc, on n'est pas juste dans « bah, il me semble aujourd'hui, je me sens un peu moins bien dans ma peau ». Tu sais, quand ça domine ta vie, c'est que ça prend beaucoup trop de place dans ton quotidien. Puis ça, bien, c'est important aussi d'aborder cette préoccupation-là puis de voir à quel point la société, justement, nous met une grosse pression. Puis tantôt, on n'a pas défini la grossophobie. Là, je m'en vais un petit peu de manière détournée vers là. Mais je trouve ça intéressant, par exemple, parce que souvent, on commence avec quelque chose, alors que là, on a comme fait notre propre définition. Puis notre, tu sais, je trouve ça le fun qu'on fasse en l'envers. Mais c'est quoi la grossophobie? Bien, en fait, là, mon sujet où je m'en vais, c'est que tout le monde est préoccupé, ou presque, par son poids à différents degrés. Puis dans le fond, ça émane un peu aussi, ou ça peut être une certaine répercussion de la grossophobie, tu sais, la valorisation systématique des corps minces ou le fait de toujours avoir peur de prendre du poids de façon, tu sais, c'est collectif dans le fond, là, dans la société, la peur collective de prendre du poids, c'est aussi une déclinaison de la grossophobie, tu sais, ça émane de ça. Mais dans le fond, les personnes qui ressemblent ou qui sont dans les standards, il y a beaucoup de discrimination ou de contraintes que ces personnes-là vivent pas et que ces personnes-là voient pas et que ces personnes-là n'ont même pas idée que ça existe. Puis la grossophobie, l'autre partie de la définition qui est, selon moi, celle qu'on doit beaucoup aussi aborder en ce moment pour éduquer les gens à ça, bien, c'est justement ça, c'est tous les préjugés, toutes les attitudes négatives, tous les comportements qui sont conscients ou non quand même, mais à l'égard des personnes grosses, qui les discriminent, qui les stigmatisent. Puis ça nuit beaucoup à la santé physique et mentale des personnes grosses. Puis une personne mince, même si elle peut vivre l'insatisfaction corporelle, puis l'idée, c'est pas du tout d'invalider cette souffrance-là, mais elle vivra jamais les mêmes contraintes qu'une personne grosse. Tu sais, les personnes qui sont dans les standards ont de la facilité à s'habiller partout en général, ont jamais de problème pour rentrer dans le petit tourniquet de l'épicerie ou s'asseoir derrière une banquette au restaurant, ont jamais peur quand ils se stationnent, tu sais, d'avoir pas assez de place pour ouvrir la porte. Tu sais, ils se disent peut-être je vais accrocher mon auto, mais ils se disent pas je serais pas capable de rentrer dans mon auto. Tu sais, les bancs d'avion, ça c'est quelque chose qu'on pense un petit peu plus souvent, mais feront jamais, tu sais, se feront jamais dire chez le médecin c'est à cause de ton poids que tu as mal à la tête. Tu sais. Donc tous ces éléments-là. Sur une date, là, puis la première chose que la personne va dire, c'est pas oh mon Dieu, non, ça ne pourra jamais marcher parce que c'est une personne qui ne prend pas soin d'elle. Si tu es une personne mince, ça ne va pas t'arriver. À moins que tu arrives vraiment tout croche avec comme les cheveux gras, puis je sais pas, puis tu as vraiment l'air négligé, comme cette personne ne prend pas soin d'elle. Mais tu sais, c'est genre de choses. Puis un exemple là, de grossophobie, là, on n'arrête pas de dire aux personnes grosses, tu devrais faire du sport, OK? Va dans un magasin, ils vendent des vêtements de sport, OK? Puis essaye de trouver des vêtements que tu vas pouvoir porter en faisant du sport si tu es une personne qui habille en haut de X large, par exemple, qui est une très grande partie de la population. Ou une autre chose, tu dis, hey, j'aimerais ça être plus active l'hiver, je vais m'acheter un genre de petit tapis roulant pour travailler en même temps. Regarde la limite de poids qu'il y a sur ces tapis-là. Souvent, c'est comme 200 livres, par exemple. Il y a énormément de gens qui pèsent en haut de 200 livres, puis qui veulent juste être actifs. T'sais. Fait que les équipements de sport ne sont pas accessibles. Ou sinon, tu vas devoir acheter celui qui est fait quasiment industriel puis qui va te coûter 4 fois le prix. T'sais. Ou les vêtements, comme il y a plein d'entreprises qui sont comme, oui, nous, on a une ligne taille plus, mais c'est juste en ligne. Ils l'ont pas en magasin, ils n'ont pas d'espace pour ça. Fait que là, toi, tu dois le commander. Fait que là, souvent, tu dois en commander comme plus qu'une taille parce que tu sais pas laquelle va faire, parce que leurs chartes de grandeur sont de croche. Puis là, tu pourras peut-être pas le retourner parce que le fait venir des États-Unis puis ça coûte cher. Puis là, fait que finalement, ça finit par te coûter plus cher puis tu as des vêtements que tu n'aimes pas tant que ça. C'est le genre de choses où si tu es une personne grosse puis ta valise tu perds ta valise dans une ville. Okay? Puis, tu sais, à l'aéroport, là, mettons, puis tu es comme, OK, mais ils disent, c'est pas grave, on va donner de l'argent. OK, mais c'est parce que moi, si je veux m'acheter des jeans, mettons, il faut que je les fasse livrer 2 semaines d'avance parce que c'est juste en ligne qu'ils ont ma taille, par exemple. T'sais. C'est le genre de choses comme ça auxquelles on ne passe pas, mais toute la notion d'accessibilité. Je te confirme. Oui, ou, tu sais, même, puis, tu sais, moi, j'arrive dans certains restaurants, là, puis c'est comme, je peux pas m'asseoir là. Tu sais, des chaises avec des bras, là. C'est comme, je vais ressortir de là avec des bleus, là, je serai pas confortable, tu sais. Fait que c'est genre de choses comme ça, tu sais, des fois, je vais voir en ligne aussi, puis dans mon balado, dans La Pleuvante, il y a Jean-François Dupont qui en parle de cet exemple-là, puis il dit, il disait, des fois, je vais voir en ligne à quoi ressemblent les chaises dans un restaurant, puis je vais dire à mes amis, non, je pourrais pas y aller, tu sais. Fait que, tu sais, c'est une notion d'accessibilité, puis moi, c'est peut-être l'ancienne ergothérapeute en moi qui est comme particulièrement comme
sensibiliser à ça, mais on parle d'accessibilité de base, à des choses de base, vraiment dans disons, au niveau physique. Mais après ça, d'autres types d'accessibilité, par exemple, si tu vas faire face à des regards hostiles à ton gym parce que tu es une personne grosse qui a peut-être jamais été à l'aise dans un gym puis qui a jamais su nécessairement comment s'entraîner, peut-être tu utilises l'appareil puis tu n'es pas sûr comment. Est-ce que tu penses que tu vas vouloir y retourner après au gym? Possiblement pas. Ou tu sais, si à ton gym, il y a des pancartes avant-après puis comme toi, tu ressembles vraiment au avant, tu sais, même si ça fait comme 2 ans que tu t'entraînes là. C'est quelque chose que j'avais vu, là. Ça m'avait tellement rendu mal à l'aise. J'étais au gym l'année dernière, ça fait ça à peu près 1 an, 1 an. Parce que bref, je suis en train de faire mon jogging sur le tapis. Puis il y a une personne plus ronde à côté qui est en train de faire, pas l'elliptique, mais le Stairmaster. Le Stairmaster. Puis là, il y a un gars qui venait de s'entraîner, puis il a fait « Hey, lâche pas, gars! » Tu sais, il la connaît pas, puis il a fait un high five. Puis là, j'ai fait « Puis moi, tu me fais pas de high five? Pourquoi tu m'encourages pas, moi? » C'est comme par défaut, il était comme « OK, t'es sur la bonne voie. » Mais non, mais la fille, elle a très mal réagi parce qu'elle dit « Je suis pas ici pour perdre du poids, là. Je suis ici parce que j'aime faire du sport. » Tu sais, puis là, ça l'a fait un malaise, là. Puis là, elle a bien fait de le dire, tu sais, des fois. Elle l'a dit. C'est Elle a dit au les moins. gens vont pas réagir. Moi, ça m'arrive quand je fais de la course à pied, puis comme des gens qui sont comme... Non, puis, tu sais, puis j'avais déjà partagé ça sur les médias sociaux, puis il y a des gens qui m'avaient dit, ben là, les gens sont gentils. Je suis comme... C'est comme... Ils font pas nécessairement avec une mauvaise intention, mais c'est parce qu'ils prennent pour acquis que... C'est ça. C'est comme, oh, gars, c'est cute, elle est sortie de son sofa. Genre, ouais. Puis c'est comme, attends, là, j'ai dit, tu veux savoir le nombre de marathons que j'ai couru, là? Ouais, c'est vrai. C'est comme... Ouais. Fait que c'est vraiment... C'est des petites agressions comme ça qui peuvent survenir. Puis encore là, moi, tu sais, j'ai envie, puis je dis ça avec mes privilèges de personnes qui a quand même... Tu sais, j'ai quand même beaucoup de privilèges à cause de la taille que j'ai versus des personnes qui sont plus grosses encore, tu sais. Fait que c'est toutes ces choses-là auxquelles on n'a pas conscience, comme tu dis, si on ne les a jamais expérimentées ou si on ne s'est jamais posé ces questions-là. Puis ça, on a des questions comme société à se poser aussi au niveau de l'accessibilité, au niveau vraiment de ce qu'on met comme modèle aussi pour représenter, tu sais, quand on veut représenter de la diversité, puis là, il n'y aura jamais nécessairement de personnes grosses, ou sinon il va y avoir quelqu'un qui est un peu plus rond, mais qui a une shape comme en forme de sablier, puis ça c'est notre diversité, tu sais. Beaucoup de gens se sentiront jamais représentés. Tu sais, je pense qu'on a beaucoup de questions comme collectivement à se poser pour ça, pour déconstruire ça. Puis ça aussi, c'est la manière dont les personnes grosses sont représentées dans les émissions, les films ou autres, ça entretient tellement les préjugés parce que souvent, justement, ça va être la personne un petit peu ridicule ou, tu sais, le nombre de fois maintenant, je les vois tout le temps, toutes ces affaires-là où on fait une association poids-préjugés, tu sais, depuis que je suis plus sensibilisée à ça aussi, mais tu sais, la personne qui va être assise dans son divan en train de manger des chips, tu sais, ou c'est ça, le gros qui va être glouton dans l'émission, tu sais, c'est tout le temps des choses comme ça. Tu sais, même l'autre fois, il y avait une publicité à la radio qui faisait encore l'association entre la personne, son poids et sa santé, puis je me disais, voyons, on parle encore de ça, tu sais. Donc, c'est tellement des réflexes, ça aussi, tu sais, c'est important. Puis je pense, en tant que personne aussi qui travaillait dans les médias, d'être conscient de ça aussi, tu sais, le choix des images, quand, par exemple... Il y a des articles qui abordent l'épidémie d'obésité puis des termes comme ça aussi, tu sais, ou qui rapportent des statistiques ou qui fait le lien entre le poids et la santé. Bien, on voit toujours une personne grosse en général, on voit pas sa tête, on voit juste son abdomen, on voit qu'elle est en train de manger de la malbouffe ou des choses comme ça. C'est super irrespectueux. Imagine, tu sais, c'est des photos qui sont prises à l'insu des gens, là, tu sais. Ouais. Imagine, c'est toi, là. Tu prends ton café le matin, tu sais, ça va être une belle journée, tu ouvres le journal, tu sais, je fais comme ça, tu ouvres ton iPad ou tu regardes sur ton téléphone, puis la photo qui illustre un article, l'obésité fait des ravages au Canada, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'était moi au restaurant la semaine passée, ça, t'imagines? Oui. T'imagines la violence de ça? C'est très violent. T'sais, mais c'est considéré comme... Il y a beaucoup de déshumanisation des corps plus gros aussi. Il y a des études qui ont été faites auprès de professionnels de la santé, de médecins, entre autres, puis il y en a beaucoup qui n'étaient pas gênés de dire que ça leur inspirait du dégoût, par exemple, qu'il y avait vraiment il y a des préjugés, même de la part de gens qui sont éduqués en santé, Parce que, pourquoi? Parce que ce sont des humains qui ont vécu dans la même société que nous. Puis effectivement, dans les médias, on en parle souvent, mais comme dans les films de Disney, est-ce que tu as déjà vu une personne grosse? Oui, mais c'est généralement des méchants. Ou peut-être une fée marraine, peut-être, qui se mate un peu, mais c'est jamais l'objet comme c'est jamais le personnage principal. Ou des films d'amour, des comédies romantiques avec un personnage qui est plus gros, puis que l'histoire tourne pas autour de ça, qu'elle fait juste exister avec le type de corps qu'elle a.
là, je dois dire que j'ai vu Barbie la semaine passée, puis qu'il y a une couple de Barbie qui sont... Il y a quand même une belle diversité de corporelle, puis il y a une Barbie qui est vraiment, tu sais, une femme grosse, puis elle fait partie de la gang, puis son poids ne fait pas partie de l'intrigue. Elle vit une histoire d'amour, elle aussi, elle se fait cruiser, tu sais, elle danse comme tout le monde, tu sais, fait c'est vraiment rafraîchissant, mais tu sais, c'est comme, je pense que c'est une des premières fois que je vois ça, puis on est en 2023, tu sais. C'est comme, il y a beaucoup de travail à faire, là, tu sais. Inévitablement. Oui. Mais tu sais, puis aussi, tu sais, on t'abordait au début, là, tu sais, il y a les modes, les ci, les ça, mais tu sais, c'est sûr qu'avec les mouvements qui se sont passés dans les dernières années, tu sais, tu sens des fois aussi c'est forcé, ils le font, mais c'est pas pour les bonnes raisons, ils le font puis ils le font mal ou de façon maladroite, tu sais. Fait que je suis comme... Il faut laisser les choses juste être aussi, puis le mouvement, on doit faire des changements, mais il ne faut pas le faire non plus juste parce qu'on veut bien paraître. Non, il faut le faire parce qu'on y croit. C'est comme ça, je pense, dans bien des causes comme sociales, là, tu sais. Puis je pense que ça, c'est que les gens qui créent ces projets-là doivent engager des gens qui ont l'expérience de vivre dans un corps plus gros pour écrire le texte, puis pour comme faire parler de ça, puis tu sais, avec le gros talk show, c'est beaucoup ça, tu sais. Il y a des personnes grosses qui ont travaillé sur le projet aussi à l'arrière de la caméra, puis qui ont collaboré au texte et tout ça, qui ont un vécu, puis qui ont une sensibilité, puis qui sont éduqués sur le sujet. Parce que des fois, on voit effectivement des choses que, encore là, c'est bien intentionné, mais c'est maladroit, puis ça fait pas avancer autant que ça pourrait, ou ça fait stagner, ou des fois même ça fait reculer, tu sais, parce qu'il y a des préjugés qui sont là, tu sais. Puis pour nous, ça, c'était vraiment un incontournable parce qu'on sait qu'on peut avoir des angles morts, tu sais, fait qu'on voulait vraiment s'assurer de vraiment couvrir le sujet de la bonne façon, sans faire de faux pas, justement, en impliquant des gens qui ont un vécu qu'on n'a pas nécessairement dans l'équipe, fait qu'on est vraiment content de la collaboration, puis du résultat que ça a donné aussi, là. Là, on a mentionné 2 des mythes, justement, vous en abordez 4 que vous les mettez vraiment en épisodes distincts. Là, il y avait un d'abord que tous les gros ont envie de maigrir. Ça, c'en est un des mythes. Puis on l'a effleuré tantôt. Est-ce que toi, Caro, tu as déjà eu envie de maigrir proprement dit? Ben oui, toute ma vie. Ah oui? Puis encore là, tu sais, j'étais peut-être vers la fin de la trentaine quand j'ai pris conscience, tu sais. Mais moi, j'ai essayé toute ma vie de maigrir. Puis à partir de l'âge peut-être de... Tu sais, vers l'âge de 8 ans, je me suis rendu compte que j'étais dans un corps pas mal plus gros que celui de mes amis. Puis après ça, toute l'adolescence, j'étais consciente de ce que je mangeais. Puis, tu sais, j'ai jamais fait de diète quand j'étais plus petite parce qu'il n'y en avait pas vraiment à la maison. Mais, tu sais, j'étais comme, il faut que je mange moins, il faut que je bouge plus. C'était tout le temps ça, toute ma vingtaine, puis une bonne partie de ma trentaine. Puis, encore maintenant, je mentirais si je disais que j'ai pas des pensées où je me dis, excuse-moi, j'ai sacré. Non, c'est pas grave. Mon Dieu, que ça serait plus facile, ma vie, si j'étais dans un corps plus mince. C'est sûr que j'ai ces pensées-là aussi, mais puis il y a des journées où est-ce que tu as juste une mauvaise journée puis tu te sens, je sais pas, ballonné, tu as mal dormi, on dirait que tout ton linge n'est pas confortable. Ces journées-là, je suis comme, oh mon Dieu, si je pouvais claquer les doigts puis perdre du poids, ça serait tellement plus facile. Mais je le sais maintenant avec un peu, tu sais, je prends un peu de recul puis je suis comme, oh non, mais je sais exactement pourquoi je me sens comme ça, je sais exactement pourquoi je blâme mon corps quand je me sens pas bien parce que j'ai fait ça toute ma vie. Puis c'est vraiment juste des pensées automatiques que je suis capable de recadrer. Puis je suis capable de reconnaître que ma vie serait vraiment plus facile si j'étais dans un corps plus mince parce que je suis dans une société qui me met des obstacles à cause du corps que j'ai. Tu sais, autant des choses comme acheter des vêtements que le regard des autres. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai besoin des fois de faire plus de preuves à d'autres niveaux pour arriver juste au même point de départ que d'autres personnes, tu sais. Même si je me sens extrêmement privilégiée dans la carrière que j'ai, tu sais, je pense que je suis tombée sur des gens super ouverts qui voyaient pas mon poids comme un obstacle, puis c'était juste, c'était pas pertinent, tu sais. Mais oui, j'ai ces pensées-là, puis je pense que c'est normal d'avoir ces pensées-là tant que la société autour de nous va pas changer. Mais est-ce que je mesure ma valeur en fonction de mon poids? Non, tu sais, puis c'est juste une question, comme je dirais, pratico-pratique, tu sais. Puis une chose que je trouve vraiment intéressante, là, il y a une étude qui a été faite par l'équipe de Marie-Pierre Gagnon-Giroir à l'Université de Trois-Rivières, quand même assez récemment. Le fait d'adhérer à des valeurs féministes, c'est quelque chose qui va faire en sorte que tu vas avoir moins de préjugés sur le poids pour les gens autour de toi. T'sais. Fait que si t'es féministe, tu vas moins juger le corps des autres personnes, mais adhérer à des valeurs féministes, ça te protège pas tant que ça contre la perception que tu as de toi-même. Fait que ça, je trouve ça super intéressant, puis ça montre qu'on a beaucoup internalisé ça. Fait que, tu sais, moi, je suis la première à militer puis à célébrer comme toutes mes amies qui vivent dans des corps plus gros aussi, puis à les trouver absolument magnifiques, puis je le dis en parfaite sincérité.
puis avoir à trouver ça difficile pour moi encore, tu sais, même si je travaille fort à déconstruire ça parce que le message qu'on m'envoie est tout le temps là, puis parce qu'on a un regard tellement plus dur sur nous-mêmes que sur les autres. Fait que je pense que ça, il faut s'accorder cette espèce de compassion-là aussi, de dire, regarde, c'est un travail, là, ça continue. Puis quand j'ai ces pensées-là, je fais juste les recadrer après, puis ça m'amène pas de souffrance comme ça faisait avant. C'est juste plus neutre. Puis je pense que c'est beaucoup ça, comme ce qu'on appelle la neutralité corporelle. C'est pas de dire je suis 100% en amour avec la forme de mon corps, puis je trouve qu'il est parfait, puis absolument comme c'est le plus beau corps au monde. Mais c'est pas non plus de dire il est dégueulasse ou je voudrais le changer. C'est juste comme, c'est pas ça comme qui est au centre de ma vie. De décentraliser comme nos préoccupations. Puis le chiffre que tu as dit de quoi, 35 des personnes qui disent que ça les préoccupe vraiment dans leur journée, de se décentrer de ça, je pense, puis ça amène plus de liberté. Puis parlant de féminisme, moi, je suis devenue vraiment plus féministe quand j'ai commencé à avoir de l'espace mental pour penser à autre chose que mon poids. Puis ça a été nommé par plusieurs autrices là, dans les dernières années, tu sais, comme quoi la culture des diètes, c'est vraiment une formidable distraction. Puis là, je parle des femmes, mais tout le monde est impacté, mais on le sait que les femmes sont souvent plus impactées par la pression qu'il y a avec la culture des diètes, mais quand tu es en train de mettre beaucoup d'énergie mentale, puis tes ressources financières, puis beaucoup comme de ton temps puis ton énergie à essayer de contrôler la forme de ton corps, c'est vraiment difficile de t'ouvrir aux injustices autour de toi, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment quand j'ai... tout ça va ensemble, mais je suis devenue beaucoup plus féministe puis beaucoup plus ouverte aux injustices autour de moi de toutes sortes de formes quand j'ai décentralisé toute mon attention sur mon poids. T'sais. Puis c'est pour ça, je pense que ça peut être une super belle motivation pour beaucoup de monde aussi de dire hey, ça va donner de l'espace pour comme, changer le monde. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Mais tu sais, à un moment donné, on oublie à quel point que c'est limité, là. Tu sais, on peut pas... Si on donne tout notre focus là, puis en même temps, quand tu mets tout le focus à un endroit, mais c'est tout ce que tu vois, les publicités sur le poids, justement, les diètes qu'on va te pitcher là, dans ton algorithme Instagram, là, tu vas les voir encore plus. Fait que tu t'en sors jamais, tu t'en vas juste dans un gouffre sans fin, on dirait. Tu as tellement raison, c'est quand même intéressant. Puis des fois, je me dis, il faut que je bloque mon série, là, parce que des fois, tu as des discussions, puis ils pitchent des affaires parce que tu as dit un mot, là. Je suis comme, non! Je voulais pas que tu l'entendes, ce mot-là! On parlait plus de diversité corporelle. Mais moi, tantôt, ce que tu disais aussi comme motivation, tu sais, de penser aussi à la société qu'on veut créer, puis qu'on veut aussi, dans laquelle on veut que nos enfants vivent. Là. Moi, les jeunes, c'est évidemment quelque chose qui me préoccupe beaucoup aussi, tu sais. Puis tu disais que dans ton milieu familial, tu as commencé à te soucier un peu de ton poids quand tu étais plus jeune, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de diète, tu sais. Je trouve que c'est positif. Puis des fois, les parents, sachant justement toute la grossophobie ambiante, il y a beaucoup d'intimidation à l'égard du poids aussi à l'école, vont vouloir essayer de contrôler le poids de leur enfant justement pour le protéger, pour essayer de bien faire, ou parce qu'eux-mêmes ont vécu une certaine souffrance par rapport à leur poids. Mais c'est important aussi de réaliser que finalement, ça aide pas de faire ça. Puis au contraire, tu sais, ça va amener les enfants aussi à se préoccuper de leur poids, à se tourner justement vers tous les moyens malsains de contrôle du poids qui sont à notre disposition. Puis ça, encore une fois, c'est pas de blâmer les parents, tu sais, c'est de juste s'observer puis de voir qu'est-ce que je fais moi, c'est quoi mes comportements par rapport au poids que mon enfant observe. Est-ce que je commente souvent mon poids? Est-ce que je valorise juste mon enfant par rapport à son apparence? Est-ce que tout ce que je mets sur la table, il y a un commentaire, une petite ligne éditoriale en fonction de la valeur nutritive, tu sais? Donc, d'essayer d'avoir vraiment ça en tête parce que le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut se faire à nos enfants, puis ça commence vraiment dès un très, très jeune âge. Hein, les enfants, à partir de l'âge de 4 ans, ils peuvent reconnaître que leur corps est un petit peu différent. Là, ça se manifeste pas totalement concrètement comme nous, mettons, en se disant « bon, je suis trop gros par rapport au standard, je veux maigrir », mais c'est là. Donc, d'essayer vraiment de les amener à développer le plaisir de manger, le plaisir de bouger. Puis toi, je trouve que tu en parles tellement bien. Tu sais, toutes les textures, les saveurs, de quoi j'ai envie, c'est quoi mes préférences, qu'est-ce que ça me fait quand je mange ça, c'est croustillant, c'est croquant. Tu sais, d'être beaucoup plus, on veut bien faire puis éduquer nutritionnellement nos enfants. Je suis nutritionniste, là, je sais que c'est important, mais ce que je trouve encore plus important, je l'ai dit tantôt, mais la relation, tu sais, donc de vraiment les amener à découvrir le plaisir, cuisiner. C'est correct qu'on cuisine des Coraux Rice Krispies ou des brownies ou peu importe, puis on peut cuisiner toutes sortes d'aliments aussi, des soupes, tu sais, le réconfort puis le plaisir vient pas juste des aliments qui sont étiquetés comme, entre guillemets, mauvais dans la culture des diètes. Puis même chose pour l'activité physique, tu sais, de bouger en famille, de découvrir des activités qu'on aime. Puis il y en a tellement des activités, puis d'être capable de déposer un petit peu notre téléphone puis d'aller faire d'autres choses, tu sais, c'est la meilleure base qu'on puisse leur donner de dissocier poids et habitudes de vie, puis de beaucoup plus miser sur la santé, sur le plaisir, sur le bien-être, parce que c'est ça, à long terme, qui va faire en sorte que les enfants vont maintenir ces habitudes de vie-là. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont maintenir leur santé aussi.
sans toujours passer par le raccourci de la perte de poids. Puis c'est sûr que de sensibiliser aussi notre enfant, il y a des périodes un peu plus critiques comme la puberté où est-ce que le corps change rapidement, puis évidemment pas de façon à correspondre aux standards, mais d'aborder ces changements-là avec eux, c'est normal, notre corps change pas tout à la même vitesse, on ressemble vraiment pas tout au même modèle qui nous est présenté, de développer l'esprit critique aussi par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de petites choses aussi qu'on peut faire dès la toute petite enfance puis jusqu'à l'adolescence aussi pour essayer d'accompagner nos enfants là-dedans puis essayer de leur éviter d'être pris dans cette société-là grossophobe. Clairement. Puis juste d'arrêter de commenter le poids tout court. Là. Oui. Oui, exactement. C'est fatigant. Exactement. Tu sais, c'est un bon réflexe de développer des réflexes comme comment donner un compliment, quelque chose, hey, j'aime tellement ta vibe. Ou, tu sais, il y a vraiment comme plein de façons de complimenter quelqu'un ou de remarquer, hey, wow, t'as vraiment l'air en forme, c'est cool. Tu sais, hey, t'as vraiment l'air passionnée par ça. Tu sais, t'es lumineuse. Wow, j'adore te voir comme dans cette situation-là, blablabla. Il y a vraiment plein de façons. Tu sais. Mais je pense qu'il faut reconnaître aussi que dans une société comme la nôtre, c'est beaucoup une façon qu'on a de tisser des liens aussi, de parler en mal de notre corps, tu sais. Ça a été prouvé, ça. Je pense qu'il y a des recherches là-dessus, comment on va comme créer des liens sociaux à travers un langage comme d'autodépréciation par rapport à notre corps. C'est comme une façon un peu de se mettre au même niveau, de dire « Hey, moi, j'aime pas mes cuisses. Hey, moi non plus, j'ai de la cellulite. Hey, moi aussi, j'ai ça, moi aussi. » Puis c'est important de reconnaître ça, de ne pas se taper sa tête si on a ce réflexe-là. À la base, on va juste connecter avec d'autres personnes, mais on peut en prendre conscience puis recadrer ça, puis dire « Hey, on a sûrement d'autres choses sur lesquelles on peut connecter. On peut parler à la limite de nos expériences de vie et tout ça. Il y a plein de choses dont on peut parler, mais juste d'en prendre conscience, peut-être d'en rire. Hey, peux-tu croire que j'ai encore parlé mal de mon corps? Hey, non, mais c'est-tu ridicule? Peux-tu croire qu'on est encore là? Blablabla. Puis d'en rire un peu, mais je pense que c'est important d'être consciente que c'est un outil comme pour créer des liens. Oui, tout à fait. Comprendre c'est quoi l'intention. Oui, c'est ça, exactement. C'est le plus doux. Parce qu'après ça, il y a tellement de façons de connecter. C'est juste à nous à changer notre façon de faire, finalement. Exactement. Oui, il y a ça. Il y a aussi le potin et parler dans le dos des autres, ça a l'air, mais ça, c'est un autre sujet. Parler dans le dos des autres? Ça a l'air que les gens le gossiping, oui. Le gossip, c'est pour tisser des liens. C'est un outil de cohésion sociale, apparemment, parce que ça te permet de valider que l'autre personne partage comme les mêmes valeurs que toi. Tu sais, si vous êtes les deux à haïr la même personne, c'est que vous rejoignez à certains aspects. Je trouve ça formidable. C'est cool que ça soit étudié, je trouve. Oui, c'est mais aussi ça, là, vu que c'est un comportement qui est plus associé aux femmes, il y a une connotation vraiment plus négative aussi. Parce que c'est comme du placotage, mais des hommes qui auraient des discussions comme ça serait considéré comme « Ah ouais, mais tu sais, c'est des discussions comme saines, là, de masculinité saine. » En fait, on n'en parle juste pas. On parle jamais de ce qui se passe dans la chambre d'hockey, mais c'est sûr qu'il y a des potins aussi. Ils ne parlent pas juste de sexe, là. Ils font d'autres choses. Mais non, c'est sûr. Encore là, je suis comme plein de préjugés. Dans le fond, ils parlent de leurs enfants puis de la garderie. Mais on ne le sait pas parce qu'ils n'en parlent pas. C'est un autre sujet, complètement. Le gros talk show, il est vraiment... il est disponible là. Les 4 épisodes ils sont tous sortis aujourd'hui. OK, juste être sûr, là, je suis comme... Des fois, je dis quelque chose, puis les gens sont comme, c'est pas encore en ligne. Est-ce que tu as un scoop? Y a-t-il quelque chose que tu as préféré? Puisque toi, tu as déjà vu l'ensemble des épisodes. Y a-t-il des petits trucs là, comme ça que tu peux donner, des petits indices? Ah ben Louni fait une peinture vraiment extraordinaire. Et Michel Desrochers aussi, qui est l'animatrice du gros talk show. Ça vaut la peine. Michel Desrochers, vraiment, ça. Je pense qu'elle est vraiment bonne dans ce rôle-là. Vraiment, vraiment. C'était parfait. Moi, j'ai aimé tout du début à la fin. C'était notre projet coup de cœur chez Équilibre, ça, c'est sûr. Ça fait longtemps qu'on avait envie de parler de ça. Puis là, on a eu du financement pour pouvoir faire une campagne là-dessus, de faire la collaboration avec KO, puis toute l'équipe qui a travaillé au projet aussi. Puis tout le monde que ça a mobilisé. Il y a beaucoup de gens aussi dans le talk show. Il y a toujours une personnalité qui est un expert plus de contenu qui vient aborder le mythe. Après ça, il y a une personnalité connue du grand public qui vient aborder aussi la façon dont cette personne-là a vécu certaines situations en lien avec le sujet aussi. Puis à la fin, il y a un segment un peu plus humoristique. Puis il y a vraiment une belle diversité de gens aussi là-dedans qui ont un point de vue super complémentaire. Puis tout était vraiment extraordinaire. Donc, j'ai pas un gros scoop, je dirais, mais je pense que quand je parlais que c'est important d'être inconfortable, ce que je trouve avec le gros talk show, c'est l'humour, c'est vraiment un outil puissant là, pour avoir des conversations inconfortables, puis pour baisser nos gardes un peu, puis tendre l'oreille, puis être prêt à écouter. Puis je pense que c'est beaucoup ça qui a été réussi avec ce projet-là, de dédramatiser un peu. Pas que ça ne mérite pas qu'on prenne le sujet au sérieux, au contraire, mais de l'aborder avec humour, avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup d'autodérision aussi. Je pense que ça rend ça très accessible pour beaucoup de gens.
Puis j'espère que ça va faire que certaines personnes qui sont peut-être plus fermées d'entendre parler de ce sujet-là vont juste dire « Hey, ben, ça a semé une graine, puis j'ai envie d'en apprendre plus sur le sujet. » Je pense que c'est vraiment ça. Puis Équilibre a tellement plein d'autres outils aussi qui va pouvoir guider ces gens-là après. Oui. Pour nous, c'est important aussi que ça reste à la fois sérieux et léger parce que tu te demandais tantôt, tu disais, est-ce que j'en ai des préjugés? Je me suis posé la question, mais tu sais, on en a tous à certains niveaux. Puis l'idée aussi, c'est pas de pointer du doigt puis de dire tout le monde a des préjugés, toi, t'es pas fin parce que tu as des préjugés, mais plus juste de prendre conscience, de se dire, ah mon Dieu, c'est vrai que je pense ça, tu sais, je pourrais recadrer un peu mes pensées justement puis me dire, OK, là, j'ai l'information maintenant sur le lien entre le poids et la santé, c'est pas aussi clair qu'on pense. Toutes les personnes grosses veulent pas nécessairement maigrir. Ça aide personne de dire maigrir, ça va te faire du bien, même si c'est pour son bien, on pense, tu sais, non. Tu sais, donc, dans la web-série, ben, c'est des mythes comme ça qu'on décortique justement pour essayer d'aider les gens à défaire leurs réflexes un peu associés à certaines croyances. C'est ça, exactement. Les bons outils. Oui, c'est ça. Puis moi, il y a une citation du livre de Gabrielle Isaac-Collard que je dis tout le temps, mais que j'aime tellement. Tu sais, elle dit, on est tous grossophobes, mais c'est notre responsabilité de ne pas le rester. Puis pour moi, ça, je trouve que c'est la base. Tu sais, c'est correct, là. On voudrait bien que ça soit différent, mais on en a des préjugés. Mais à partir du moment où je m'en rends compte, bien là, j'essaie de m'informer pour déconstruire ça, puis j'essaie de parler à la personne à côté de moi pour l'inciter à changer un petit peu elle aussi, ou j'arrête de faire des commentaires sur mon poids, parce que ça aussi, ça entretient toute l'espèce de valorisation de la minceur ou autre. C'est pas de notre faute, c'est notre responsabilité exact. De déconstruire. Ouais. Alors, prenez la responsabilité d'aller écouter ça. Équilibre.ca. Un grand merci d'avoir partagé ça avec moi. Ça a été tellement une discussion intéressante. J'ai hâte de regarder la série. En fait, dès qu'on finit ça, je vais y aller. Mais j'ai très, très hâte de voir aussi. Je pense que vous avez une campagne qui est très large dans son ensemble. On va vouloir un peu partout. Puis j'espère que ça va porter fruit. J'ose croire. Avec l'humour, de toute façon, il y a des gens qui vont faire comme... Je vais l'écouter juste parce que c'est divertissant, mais en même temps, on va avoir la possibilité de s'éduquer sur le sujet. Il y a des balados super intéressants. Merci de l'invitation, des blogs, il y a toutes sortes de contenus. Donc, sur les réseaux sociaux d'Équilibre aussi, là, à Groupe Équilibre, vous pouvez aller voir ça, tout le contenu est là. Génial. Merci beaucoup. Merci Caro. Toujours un plaisir de te voir. Merci. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Salut!